Nous allons parler ce soir du Mali. On va évoquer cette vague de libération de djihadistes par le gouvernement de transition. Toujours au Mali, nous parlerons de la levée des sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au pays. On sera ensuite en Côte d'Ivoire où la plateforme nationale, un puissant syndicat du pays, demande le report de la présidentielle. Et au Togo, le dernier sujet, nous allons parler de justice. Le prophète Esaïe, emprisonné à la prison civile de Lomé, transféré à la prison civile de Tchévier. Que risque-t-il exactement? Qu'est-ce qui lui est reproché? Tout ça, ce sera avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Et face à vous, Francisco Napokura. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami Credo Tété. Bonsoir. Et à nos téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup d'être là. Nous commençons donc avec le Mali. Plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end dans le cadre des négociations pour la libération de personnalités maliennes et d'une Française supposée être aux mains des djihadistes. C'est ce qu'on a appris lundi de sources proches de la transition qui elle-même n'a pas voulu confirmer l'information. Des libérations d'une telle ampleur sont très rares au Mali. Sophie Pétronet et Soumaïla Cissé, les deux otages dont la libération est dans la balance selon les sources, sont en tout cas pour le moment toujours aux mains des djihadistes. Credo Tété, d'abord cette manière de faire, est-ce que ça ne traduit pas une certaine faiblesse finalement des autorités? C'est pas une capitulation devant les djihadistes? Non, mais je crois qu'ils ont essayé de privilégier la vie humaine parce que les forces en présence étaient un peu disproportionnées parce que si nous considérons l'armée malienne, si l'armée malienne avait le pouvoir de libérer Soumaïla Cissé et puis Madame Sophie Pétronet qui exerçait dans l'humanitaire. Donc, si l'armée malienne avait, toutes les informations et puis tous les moyens de les libérer, l'armée l'aurait fait depuis. Mais ce que nous avons constaté, c'est que il y a eu un certain deal entre l'état-major des djihadistes qui a réclamé la libération d'une centaine de djihadistes, des gens qui ont été déjà condamnés et des gens qui sont présumés faire partie de ce mouvement djihadiste contre, la liberté de ces deux personnes. Et selon les informations, on nous apprend que la libération de M. Soumaïla Cissé serait effective, tout comme pour Mme Pétronet. Donc on ne peut pas parler d'une capitulation. Vous savez, dans des situations de conflit, dans ces genres de situations, il faut toujours négocier. Et lorsqu'on va à une table de négociation, c'est qu'on doit être prompt également à faire des concessions. Si la libération de ces djihadistes va permettre à ce que M. Soumaïla Cissé, qui est un opposant, qui a été arrêté, kidnappé, dans la fièvre de la campagne des législatives de 2020, s'il a pu avoir sa liberté, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ce n'est pas une faiblesse de la part de ceux qui sont actuellement au pouvoir dans l'expression de la transition malienne, mais je crois que c'est un pas. Parce que celui qui aurait dû le faire, donc c'est celui-là que le Conseil national de salut du peuple a dégagé. Donc monsieur Ibeka pouvait valablement négocier avec les djihadistes pour avoir la liberté ou bien la libération pour monsieur Soumaïla Cissé. Il ne l'a pas fait, donc on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison il ne s'était pas activement impliqué, bien qu'il ait à un certain moment déclaré qu'il œuvre à ce que M. Soumaïla Cissé recouvre sa liberté. Et M. Ibeka était aussi ce président d'alors qui avait confirmé à l'opinion nationale et internationale que M. Soumaïla Cissé ne serait pas tué, ne serait pas décédé. Donc là, c'est qu'il pouvait aller loin. Mais est-ce qu'il y avait cette volonté politique de voir un certain Soumaïla Cissé libre au temps du régime de M. Ibeka? Maintenant que les autorités de la transition, notamment les militaires, ont pris le courage à deux mains pour avoir en contrepartie de la libération de près d'une centaine de djihadistes, la liberté effective pour M. Soumaïla Cissé, c'est une bonne chose. Francisco, cette méthode, vous l'agréez? Moi, je trouve simplement que c'est du pragmatisme. Parce que cette guerre
asymétrique, comme on le dit, et nul n'est garanti de la victoire. Et puis, Credo l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les forces armées maliennes qui sont en train de lutter contre le djihadisme, c'est tout le monde entier, avec les Américains, les Français, les Russes, c'est que la Grande-Bretagne, tout le monde a mis les moyens au Mali, mais ça ne marche pas. Et c'est un compatriote, une compatriote française, Sophie Petronet, voilà, qui a été également kidnappée. Si la France avait une puissance, une puissance pour pouvoir libérer et sa ressortissante, elle l'aurait fait depuis. Donc ici, certainement, c'est ce que l'autre et Ibeka avait manqué de faire, et les gens sont restés là-bas pendant des années. Imaginez un opposant qui en pleine campagne électorale a été kidnappé et on n'entend rien. C'était même que ce qu'ils appelaient même le chef de file de l'opposition malienne. Il reste toujours. Voilà. Et son arrestation, il a été élu, son parti est le deuxième à l'ancien Parlement. Voilà. Et le chef de l'État, Ibeka, ne faisait pratiquement rien. On n'entendait même pas parler de lui pendant les sorties, les discours. Donc, l'armée qui a pris le devant, et avec l'ouverture qui est encore faite au mouvement de la Zawad, qui aussi ont intégré le nouveau gouvernement. Je crois que face à ça, ils sont en train de constituer encore une autre force de rassemblement. Et si les djihadistes ils demandent il faut les libérer, et dans l'histoire des guerres, il y a toujours eu des échanges des prisonniers. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle, mais quand même, ils sont en face d'une nébuleuse qui est le djihadisme et que personne n'arrive à maîtriser depuis des années. Donc, moi, je pensais que la libération là devait être aussi peut-être la fin des attaques, mais malheureusement, aujourd'hui, on a encore dénombré quelques morts des militaires maliens. Au front quelque part, c'est ce qui met un peu de sable dans ce qui a été fait, parce qu'on ne peut pas être au moment où on est en train de libérer des gens pour obtenir des libérations, et qu'au même moment que les mêmes djihadistes continuent de frapper. Voilà. Mais ça veut dire, en tout cas, si aujourd'hui il y a cette libération d'une centaine de djihadistes, ça veut dire au moins qu'il y a contact avec les djihadistes. On sait qui ils sont, on les connaît et on a une interface avec qui on discute. Oui, non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair qu'aujourd'hui, ils ont des interlocuteurs en face. Donc, pourquoi ne pas planifier, pourquoi ne pas aller au-delà de la libération pour essayer d'échanger avec ces djihadistes? Parce que avec l'événement du djihadisme du côté du Mali, ça a affaibli le territoire, ça a affaibli l'État malien, et cela est source également d'insécurité pour les populations. Maintenant, si avec l'apport des services de renseignement tant du Mali que internationaux, ils sont arrivés à avoir des interlocuteurs valables qui ont posé des conditions à la libération de Soumaïla Cissé depuis de la dame de Madame Sophie Petronet. Donc, il faudrait capitaliser cela. Moi, je pense que les nouvelles autorités du Mali devraient capitaliser, disons, ces contacts pour essayer de faire quelque chose de potable. S'il faut aller à des concessions, allons à des concessions, permettons à ce que la vie active soit une réalité et redevienne normale, et que la population soit à l'abri de ces attaques djihadistes. Maintenant, s'ils sont arrivés, j'insiste là-dessus, à obtenir la libération de ces deux personnes, c'est qu'ils peuvent également essayer de savoir les motivations réelles de ce djihadisme. Quelles sont les motivations, et je crois que le travail devrait être fait beaucoup plus en termes de renseignement. Donc, il devrait non seulement donner assez de moyens aux renseignements nationaux, mais s'appuyer également sur les renseignements étrangers pour essayer de faire un tableau
de la situation socio-politique et surtout sécuritaire du côté du Mali. Alors, du côté du gouvernement de transition, en tout cas, on a libéré la centaine de djihadistes, mais les deux personnes dont on attend la libération en contrepartie, pour le moment, rien n'est encore annoncé. Est-ce que, je ne sais pas si je vais employer ce mot en parlant de djihadistes, est-ce qu'on peut leur faire confiance? La confiance, c'est difficile. Espérons seulement que ces gens soient libérés sains et saufs, qu'ils soient en vie. Vous voyez le système qui est sur place au Niger, comme dans beaucoup de pays, au Niger, au Mali et ailleurs comme djihadisme, il y a beaucoup de facteurs. C'est-à-dire que pour connaître la motivation des uns et des autres, il y en a qui sont des trafiquants d'armes, de drogue surtout. C'est difficile de négocier avec des trafiquants d'armes et de drogue de laisser pour entrer au gouvernement parce que c'est plus rentable, même quand c'est dangereux le commerce de drogue, c'est plus rentable. Il y a aussi les pierres précieuses qui inondent ces localités et effectivement et dans ces localités également, lorsqu'on extrait les sous-sols, c'est aussi très rentable. Et souvent, c'est exporté vers l'Occident. Ce n'est pas, la grande partie n'est pas consommée au plan local. Donc, parmi ces groupes, il y a d'autres qui aussi s'infiltrent par des proportions idéologiques, aussi, qui vont continuer, qui peuvent être considérés comme des éléments incontrôlés, puisque eux aussi, ils appuient le cercle de la mafia, avec leurs moyens, leurs forces. Donc, il y a ce côté également. Donc, dire que, en fait, depuis lundi, il y a eu la libération de plus de 100 personnes et que jusqu'alors, les autres les deux otages ne sont pas encore libérés. Et il ne veut pas les sortir de sitôt. C'est-à-dire que dire que bon, voilà là où ils sont cachés, on les sort et puis, comme les Américains, les Français, tous ont leurs drones dans les environs de rapidement les filmer pour voir. Donc, ça va passer par des coulisses, ça va passer par des interfaces des gens de gauche à droite et puis ces choses. Donc, ce n'est pas que l'armée en tant que telle, sinon le pouvoir central ne sait pas, ne connaît pas les motivations, mais les motivations, les intérêts qui sont derrière les motivations sont au-delà de ce qu'ils peuvent gagner en négociant avec le pouvoir, la paix ou la stabilité. Parce que dès que la stabilité, la paix revient, ça veut dire que leur commerce, le grand commerce qu'ils font, les grandes exploitations qu'ils font, sont déjà annulées. Voilà. Mais tout ça, ça montre quand même que du côté du gouvernement, il y a un échec de la force pour combattre les djihadistes. Oui, non, je crois que c'est ce qui fait la faiblesse même de l'armée malienne. L'armée malienne n'a pas on ne parlerait pas d'absence de compétences, mais n'arrivait pas à avoir le maillage sécuritaire du pays. Et la faiblesse également, ou bien l'une des faiblesses, c'est le sous-équipement de l'armée malienne. Donc, si l'armée malienne n'a pas les armements de pointe pour faire face à ces genres d'attaques, donc l'armée malienne ne pourra pas accepter aller gratuitement au front parce que ce sont des hommes. Si vous n'avez pas les outils nécessaires, donc je ne pense pas qu'on puisse combattre des forces djihadistes qui ont des armements assez lourds. Et également, il faut le dire, la faiblesse aussi des forces armées maliennes, c'est l'inefficacité de leur service de renseignement. L'inefficacité de leur service de renseignement, parce que depuis qu'on a pris M. Soumaïla Cissé, c'est vrai, donc on nous dira que les politiques sont ce qu'ils demeurent, mais on devrait avoir déjà localisé là où ces personnes sont détenues et essayer de discuter avec ceux qui les ont pris en otage, ceux qui les détiennent, pour qu'il n'y ait pas de bain de sang, pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller à l'affrontement en vue de la libération de ces personnes. Parce que on ne peut pas garantir. Donc, s'il y a l'affrontement physique,
s'il y a l'affrontement par le biais des armes, donc ces personnes peuvent être également tuées. Donc l'armée malienne devra être beaucoup plus renforcée en termes de renseignement et également en termes de matériel. Non, il n'y a pas que l'armée malienne, c'est même le Niger, le Burkina, où il y a donc nos renseignements, nos renseignements, même la RDC qui est là-bas, hein, où il y a toujours des foyers un groupe armé dans l'Est. Voilà. C'est l'étranger qui détient malheureusement le renseignement. Or, le renseignement est la base de tout combat, de toute guerre. Si vous n'avez pas le renseignement qui soit très sophistiqué, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Et en plus, le problème du matériel, on l'a évoqué plusieurs fois ici, lorsque IBK et son équipe allaient acheter des armes inutilisables, les hélicoptères qui sont achetés, qui n'ont jamais servi et pour faire la guerre. Et donc, il y a aussi le fait que l'interlocuteur direct à l'époque, c'était IBK. Donc, IBK, est-ce qu'il avait envie de voir son opposant numéro 1 être libre? Donc, ils savaient tous, beaucoup savaient où se trouvait certainement Soumaïla Cissé et la française. Mais bon, qui va négocier? Donc, aujourd'hui, que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas d'adversité avec Soumaïla Cissé, donc ils ont pris langue et ils ont dû négocier. Sinon, depuis, l'état-major devait savoir où et à quelle position se trouvaient les otages. Mais c'est pas facile d'aller libérer des otages. Bien sûr, on les voyait dans les films de Rambo. La réalité, c'est autre chose. Est-ce que, par exemple, les forces étrangères qui sont présentes dans le pays sont étrangères à ce qui est en train d'être fait? Là, je ne peux pas tabler là-dessus, mais toujours est-il que les forces étrangères aussi ont leur responsabilité dans la situation. Parce que si on veut juste interroger l'armement de ces djihadistes, donc ce n'est pas un lot d'armement qui est tombé du ciel, mais ces djihadistes ont été armés par des puissances, ou bien les puissances internationales ont connaissance, disons, des canaux d'armement. Donc, si il y avait cette volonté de faire obstacle disons, à ce mouvement djihadiste, les puissances internationales allaient disons, naturellement lutter contre cela. Est-ce que, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que certaines puissances ne se retrouveraient pas, disons, en communion avec ces forces djihadistes? Donc ça, c'est une interrogation et ça peut faire l'objet d'autres recherches. Non, même vous avez vu, lorsque le mouvement de l'Azawad a intégré le gouvernement, le lendemain, l'armée algérienne, dont l'Algérie était partie prenante des dialogues, l'accord d'Alger, l'Algérie a déjà déployé des forces dans la zone des trois frontières. Ce qui veut dire que il y a des puissances étrangères qui sont pour tel ou tel groupe donné. La première pause tout de suite.